Comment s'appuyer sur la carrière que l'on a eue précédemment pour la valoriser et aller à la suite. Regardez les oiseaux, quand ils se posent face au vent. Chaque obstacle que l'on va prendre va être une marche supplémentaire pour nous permettre de découvrir de nouvelles choses et d'avancer. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du Renard du Tibet. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui incarne à lui seul l'idée qu'une vie peut avoir plusieurs chapitres. Jérôme Alexandre est un véritable chat aux 9 vies. Il a été codeur, expert informatique, chef de projet dans des grands groupes, pilote d'hélicoptère à Monaco et aujourd'hui, il est une des références les plus en vue à Rennes dans l'accompagnement de la tech et des startups. Il aurait pu rester dans une voie toute tracée, mais plusieurs fois, il a choisi de tout remettre en question. Dans cet épisode, on parle de déclic, de ces moments où l'on sent que ça ne colle plus, qu'il faut partir, changer, grandir. On parle de ce que ça coûte de suivre son instinct, mais aussi de ce que ça rapporte en liberté. Il nous a partagé ses galères, ses rebonds, ses moments de doute, mais aussi les rencontres qui ont tout changé. Si vous êtes en réflexion, en reconversion, ou simplement curieux de comprendre comment mieux avancer dans vos projets, ce podcast vous donnera des clés, des inspirations et parfois même des réponses inattendues. Il s'adresse aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer et plus largement à tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu. L'esprit de ce podcast, c'est l'ADN du Renard du Tibet, c'est-à-dire observer, comprendre, s'adapter et avancer. Et voilà, donc épisode 2 de ce podcast qui ne parle pas que d'entrepreneuriat. C'est un petit peu finalement le point d'accroche pour parler de changement de vie, d'amélioration, de mindset, de développement personnel. C'est un petit peu l'occasion aussi de rencontrer des personnes très intéressantes, comme la dernière fois avec Frédéric Balazinski, qui est coach pour les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, pour cet épisode 2, j'ai le grand plaisir de retrouver Jérôme Alexandre, qui est une des grandes figures de la tech à Rennes, qui va se présenter dans quelques secondes. Et donc, évidemment, toujours Nora avec nous, n'est-ce pas, Nora ? Toujours chargée de communication au studio Zère Numérique, ça ne bouge pas. Alors toi, Nora, tu ne connais pas ce phénomène que tu as face à toi ? Pas du tout. Tu es encore impressionné par le bonhomme, mais tu vas voir un petit peu qui c'est. Et donc, justement, en quelques lignes, cher Jérôme, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Voilà. En quelques lignes, aujourd'hui, je dirige App Inside. Je suis coach technologique pour des dirigeants de start-up. Je leur permets notamment de pouvoir embaucher des alternants pour développer des solutions technologiques, des applications mobiles ou des sites web. Et puis, une fois que l'alternant est recruté, j'ai la chance d'accompagner le dirigeant et l'alternant pour faire une super équipe et développer des solutions du futur. Donc là, voilà, c'est mon activité. Alors bien sûr, je délivre aussi des cours et des conférences dans les grandes écoles de la tech. Et puis, assez récemment, depuis une petite année, j'accompagne aussi des grands groupes sur ce qu'on appelle l'open innovation. Aujourd'hui, un grand groupe qui veut innover, il achète une start-up. Et puis, moi, on m'appelle comme coach pour pouvoir leur apprendre à collaborer, à innover ensemble. Donc ça, c'est mon activité du moment, depuis 3 ans maintenant. Et avant, on va en parler, ne t'inquiète pas, ne sois pas trop pressé. Et donc, Jérôme, on se connaît parce que mon associé Stéphane, il développe une application avec Jordan qui est derrière la caméra là aujourd'hui, qui est un développeur aussi. Et donc, une application mobile qui va s'appeler Next to You. Et donc, tu accompagnes Stéphane un petit peu dans le développement de cette application. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors si on prend un petit peu l'histoire peut-être de cette application, oui. Next to You, c'est une idée qui est née en 2018. J'étais à Paris, je revenais du Think IBM, je revenais d'une conférence en fait sur l'ordinateur quantique, sur l'intelligence artificielle. Et puis je reprends mon TGV, je reprends mon Paris-Rennes, je m'installe dans le TGV, je me retrouve avec 800 personnes, plus un bruit, tout le monde derrière un écran. Et là je me dis c'est quand même dommage, j'ai 2 heures de voyage. Et je vais pouvoir discuter avec personne. Ça se trouve, il y a un Olivier ou une Nora passionnant que je pourrais rencontrer et pour prendre un café et que le voyage nous paraisse comme un quart d'heure. Et puis moi, pour la petite anecdote aussi, il y a 20 ans, j'ai rencontré ma femme dans un TGV. Mais il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone. On pouvait s'installer, faire connaissance et avoir une super discussion. Et je me suis dit, tiens, comment je pourrais aujourd'hui faire lever tout ce petit monde et aller au bar pour une discussion passionnante. Voilà comment est né Next to You. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur initiale de Next to You. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai développé une application mobile qui a permis à des milliers de personnes de pouvoir se rencontrer. Une application que j'ai développée à Rennes et qu'on a pu lancer aussi à Lorient et un petit peu plus loin à Salvador de Bahia au Brésil. Et cette application finalement a pris quelques virages parce que pendant le développement de l'application, on a eu la crise du Covid. Là, mes investisseurs m'ont rappelé que à partir d'une crise, on peut déclencher des opportunités. Et ça m'a permis de travailler avec les restaurateurs notamment et avec les taxis. Voilà, donc l'application a une punchline pour finir, c'était rencontre, resto,
taxi. Et voilà, on savait pourquoi on téléchargeait Next to You à ce moment-là. Et j'ai eu la chance, au moment où la boîte allait s'arrêter, j'ai eu la chance que Stéphane puisse reprendre l'activité. C'est une vraie chance. Aujourd'hui, l'application perdure avec une équipe et il m'offre aussi l'expérience de pouvoir le coacher pour pouvoir avancer et aller au plus loin. Très bien. Et donc, l'objet de ce podcast aujourd'hui sera de parler un petit peu de changement de vie. Parce que il me semble, cher Jérôme, que tu as eu une vie avant cette vie d'entrepreneur dynamique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je peux revenir à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, arrive chez moi un ordinateur, l'Apple IIe. Donc, c'était la première machine que Steve Jobs avait sortie. Ce qui était particulier, c'est que c'était un ordinateur à la maison. C'était la première fois qu'un ordinateur arrivait dans une famille. Et alors ça, déjà, pour moi qui avait 12 ans, ça a été un choc. J'ai allumé cette machine, elle était à la maison, et puis je me suis retrouvé avec un curseur vert sur fond noir qui clignotait. Et c'était tout. Il y avait ça et 3 bouquins. Donc 2 options, soit je l'éteins et je le remets dans l'armoire, soit j'ouvre le premier bouquin, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle le langage machine. Donc j'ai commencé à coder mes premières lignes de code avec cet ordinateur-là. J'ai fait du langage machine, j'ai fait de l'assembleur. J'ai fait du basique. Et puis là, ça m'a emmené vers 4, 5, 6 langages que j'ai appris très jeune. Mais je voulais, moi plus jeune, être pilote de ligne. Alors, on verra comment l'histoire se dessinera ensuite. Mais voilà, j'avais partagé à mes parents que je voulais être pilote de ligne. Mes parents m'ont dit, écoute, c'est une formation qui est onéreuse. Nous, on connaît personne dans l'aéronautique. Aujourd'hui, tu sais coder. Commence par ça. Et puis si un jour ça marche bien, tu verras. Voilà, donc j'ai passé un master d'informatique à Paris, hein, je suis parisien, nobody's perfect, et j'ai passé donc un master à Paris, et puis j'ai commencé à travailler dans des grands groupes chez Fiat et AXA notamment, comme codeur au début, puis comme chef de projet en France. Puis un jour, je me rappelle, le directeur rentre dans notre équipe, là, vient nous voir, demande qui parle anglais. Alors moi, je me précipite, je lève le doigt. Puis je m'attendais à ce que tout le monde lève le doigt, mais en fait, j'étais tout seul. Et il m'a dit, c'est toi qui vas partir au Portugal, en Espagne, pour commencer à répliquer ce qu'on a fait en France, aussi bien dans d'autres pays. Et ça m'a permis de pouvoir découvrir d'autres pays grâce au fait que simplement, j'étais codeur et je parlais anglais. Donc ça, c'était une vraie découverte pour moi aussi. J'ai découvert que lorsqu'on répliquait une application dans un autre pays, il fallait changer beaucoup de choses. En fait, les utilisateurs changeaient, les cultures aussi, les approches et les besoins aussi évoluaient. Donc ça, c'est une vraie découverte. Et puis ensuite, après avoir travaillé chez Fiat et AXA, j'ai découvert le monde de la start-up. Je suis rentré dans une start-up. Alors déjà, bien sûr, hein, c'était 10 années de ma vie, hein, ce monde-là. Et quand je rentre dans une start-up, je découvre un monde différent où tout va plus vite. On commence à développer des applications sur des cycles beaucoup plus courts, où finalement ce que l'on code répond tout de suite à un besoin. Et ça m'a bien plu. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais plus un homme de la start-up plutôt qu'un homme du grand groupe. Voilà, donc c'était une première déclinaison. Donc là, 10 ans dans l'informatique. Et puis au bout des 10 ans, moi je suis un passionné. Hein, vous peut-être le découvrir, ceux qui me connaissent bien le savent. Je marche à la passion, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes et au bout de 10 ans dans l'informatique, je commençais un petit peu à stagner, j'apprenais moins, je découvrais moins et je me suis rappelé d'une chose, c'est que je voulais être pilote. Et là, à la naissance de ma première fille, Enora, qui est née en fait en 2004, j'ai eu un vrai déclic et 2 mois plus tard, je me suis retrouvé aux commandes d'un hélicoptère. Donc j'ai démissionné du monde de l'informatique et le lendemain, je me suis retrouvé sur le tarmac de l'aéroport de Nantes aux commandes d'un hélicoptère pour prendre ma première ordre d'instruction au pilotage. Donc ça a été un choix de vie fort. Alors pourquoi l'hélicoptère et pas l'avion? Alors pourquoi l'hélicoptère et pas l'avion? Alors ça, c'est vrai que c'est une très bonne question ça. Il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion de vivre l'expérience d'un pilotage d'hélicoptère en double commande avec un instructeur et donc avant l'avion finalement, et que je me suis dit que finalement cette machine-là était fabuleuse. On pouvait faire du stationnaire, voler en arrière, sur le côté. Enfin bref, c'était la liberté absolue. Et puis les pilotes d'avion m'ont dit aussi qu'ils voyaient l'hélicoptère dans l'aéronautique comme le dessert. Et puis moi je me suis dit la vie est courte. Allez, on va attaquer par le dessert et en fait c'est ça qui m'a fait finalement aller vers l'hélicoptère plutôt que vers l'avion. J'ai commencé par le dessert. Ouais. Alors tu connais quand même un petit peu le pilotage d'avion. C'est quoi pour les différences entre finalement piloter un hélicoptère et piloter un avion? Quelles sont les différences? Alors il y a pas mal de différences, notamment en hélicoptère, il y a 3 commandes. 3 commandes, hein, donc le cyclique, les palonniers au pied et puis le pas général sur la main gauche. Et ces 3 commandes là
interagissent à peu près sur une amplitude d'une pièce de 2 euros, pour vous donner à peu près. Donc, à chaque fois qu'on touche à une commande, on touche aux deux autres. Et cette finesse finalement d'équilibrage entre ces 3 commandes-là permet à l'hélicoptère de pouvoir monter, descendre, accélérer, freiner, aller sur la gauche, la droite ou en arrière. Et ça, c'est très caractéristique de l'hélicoptère. C'est ces 3 commandes en simultané qui nous permettent d'avoir la liberté totale en vol. Il y a le pilotage automatique aussi? Alors sur certains gros hélicoptères, oui, certains hélicoptères peuvent se piloter tout seuls, notamment en croisière. Alors les pilotes aujourd'hui font encore les phases d'approche et de décollage. Quoique de plus en plus aujourd'hui, la machine peut prendre le relais sur le pilotage, avion et hélicoptère. Mais en tout cas, à l'époque où moi j'étais en service, la seule assistance que l'on avait réellement, c'était le GPS. Voilà, donc ça c'était une évolution. Moi je suis passé de la carte au GPS progressivement, et ça c'était la première assistance que l'on a vécue en hélicoptère. Mais sinon tout le reste, ça se passe à la main, au bruit, à l'observation. Donc c'est ce qu'on appelle du vol à vue, et ça fait appel à tous les sens, et c'est ce que je trouve fabuleux avec l'hélicoptère. Alors tu m'avais dit que tu avais piloté à Monaco. Ah oui, alors ça a été... Monsieur Jérôme connaît toute la jet set de Monaco. Oui, alors pourquoi Monaco? Alors quand je reviens aussi au début où je passais mes certifications d'hélicoptère, parce que j'ai passé mon brevet de pilote privé, pilote pro et instructeur. C'est 1 an et demi de travail intensif. Et dans ma chambre, sur ma table de nuit, il y avait un magazine qui s'appelait Heliops, je l'ai encore à la maison, et dessus il y avait une photo d'un pilote qui arrivait sur l'héliport de Monaco. Et je me disais que si un jour j'arrivais à ça, j'aurais fait le job. Donc vous voyez, c'est ce magazine-là dans mes premières heures de vol que j'ai gardé pendant toute ma formation. Et un jour, j'ai eu cette chance de pouvoir justement être embauché sur l'héliport de Monaco, qui est le premier héliport d'Europe. On transportait à l'époque 100 000 passagers, donc dans le sud de la France, c'est pas rien. Et toute la journée, on volait 6-7 heures de vol chaque jour, à transporter des personnes sur la ligne régulière Nice-Monaco, qui est la seule ligne quasiment au monde, seule ligne régulière au monde, Nice-Monaco. Et puis ensuite, on transportait des passagers en Corse, en Italie, à la montagne, l'hiver. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés, des ministres, des chanteurs, des acteurs, des entrepreneurs aussi. Ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, des entrepreneurs très inspirants, fascinants, qui m'ont rappelé que le succès ne s'atteint pas en 3 jours, mais souvent en 3 générations de famille. Et voilà, donc c'est des gens que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. Au-delà d'avoir développé finalement cette compétence aéronautique et d'avoir pu vivre l'expérience finalement de pilote, j'ai eu aussi accès à des personnes exceptionnelles. Ok. Est-ce que une fois tu t'es fait peur? Ah oui, je me suis fait peur pas mal de fois. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à ce sujet? Ouais, alors il se trouve que ces anecdotes-là, en plus je les ai toujours, je les notais quand elles m'arrivaient. Il m'est arrivé notamment, alors une assez marquante, je repartais de l'aéroport de Nice à direction de Monaco. Et donc j'étais tout seul à bord, il y a 7 minutes de vol, c'est pas très long, et puis au bout de 3 minutes de vol, un grand choc dans l'hélicoptère, et l'hélicoptère qui se met à faire des à-coups latéraux, et je regarde mes paramètres, tout était dans le vert, pas de voyant, pas d'aiguille anormale, donc en fait tout allait bien au niveau des paramètres, mais l'hélicoptère, il se passait quelque chose. Et donc j'étais au-dessus de la mer, donc j'avais pas de possibilité d'atterrir en urgence. Je décide de réduire la vitesse, de faire demi-tour vers l'aéroport de Nice. Je m'annonce à la tour de contrôle. En général, on annonce Mayday, Mayday, Mayday 3 fois. Et la tour de contrôle me laisse prioritaire, me permet de revenir sur l'aéroport de Nice. Et là, je me rappelle à l'arrivée, les pompiers m'attendaient avec les gyrophares, toutes les équipes, donc un vrai comité d'accueil. Donc c'était assez impressionnant. Je me pose et au moment où je coupe la machine et que je descends d'hélicoptère, je vois une porte de 2 mètres sur 1 mètre qui est partie. Donc j'ai perdu une porte de soute en vol, qui est partie dans mon rotor. Et c'est pour ça que cette porte a endommagé finalement mon hélicoptère. Mais je n'avais aucune information qui me permettait de savoir ce qui m'était arrivé. Je n'ai su ce qui m'était arrivé qu'au moment où j'ai pu descendre de l'hélicoptère pour constater que cette porte était partie dans mon rotor. Donc ça, oui, là-dessus, je me suis fait peur parce que j'avais beaucoup d'inconnus. J'étais au-dessus de la mer. Et voilà. Elle n'a pas cassé le rotor. Et ça a entamé les pales. Effectivement, ça a déformé 2 pales, je me rappelle, sur une partie du bord d'attaque. Mais en tant que pilote, on est formé aussi à ça. Donc ça fait partie aussi de notre formation, c'est de pouvoir gérer des pannes particulières pour pouvoir à chaque fois sauver la machine et surtout le pilote. Alors justement, tu es passé de codeur à pilote puis entrepreneur. Oui. Et qu'est-ce que tu hérites de ton licence de pilote qui te sert aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur? Alors ça, c'est une très bonne question. Dans ma vie de pilote, j'ai appris à gérer le stress. Donc la gestion
gestion du stress, ça c'est une première chose. Alors on apprend beaucoup de techniques en aéronautique pour gérer le stress. Déjà, on apprend à se connaître, donc ça c'est important. On apprend aussi à connaître nos limites. Et puis on apprend aussi des exercices de respiration. On apprend aussi à gérer l'improbable, à gérer l'inconnu, à gérer la panne aussi. Donc tout ça permet de pouvoir canaliser le stress et de pouvoir finalement se diriger vers l'opérationnel pour résoudre, je dirais presque n'importe quelle problématique. Donc ça c'est important. J'ai appris aussi la communication. La communication, en hélicoptère, on fait des briefings et on fait des débriefings. C'est-à-dire qu'avant de partir en vol, on les briefe. Donc, on a la chance de pouvoir être briefé avec d'autres pilotes. Et à l'issue d'un vol, quand on peut le faire, on débriefe, on raconte le vol, même quand tout s'est bien passé. Et souvent, on apprend que même quand tout s'est bien passé, on aurait pu faire encore mieux. On aurait pu progresser, ajuster certains paramètres. Et ça, ce briefing, débriefing, eh bien, j'essaie de le partager aux dirigeants parce que je trouve que c'est une super approche qui permet de pouvoir progresser chaque jour. Okay. Donc briefing, débriefing, gestion du stress, et puis on apprend aussi des processus géniaux que sont les checklists. Alors aujourd'hui, ça peut paraître peut-être simple une checklist parce qu'on a notre liste de courses, on a nos listes de processus, mais la checklist, lorsqu'on s'y réfère de manière quasiment systématique, eh bien on limite pas mal de problèmes parce que on pense à tout, on n'oublie rien et on est sûr de ne pas passer à côté de choses essentielles. D'accord. Et justement, Nora, toi, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais comme ça des rêves de métier comme pilote Alors, pas des rêves comme pilote, parce que c'est un rêve que beaucoup de petits garçons, je pense, ont et très peu ont la chance de réaliser. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Ah. Journaliste sportif à la base. Et voilà, juste journalisme. Au final, je m'en rapproche un petit peu vu le contexte actuel, mais c'est pas un rêve... C'est pas un rêve énorme comme pilote, mais ouais, journaliste. Et toi, Olivier ? Je te pose la question. C'est vrai que pilote, c'est quelque chose qui aurait pu me tenter aussi. Le goût du risque ? Finalement, non, il n'y a pas tant que ça de risque. On le limite autant que possible. C'est l'aventure. Mais je crois que pilote, il y a beaucoup. En réalité, c'est beaucoup plus ennuyeux que ce qu'on imagine. Parce que dans les avions de ligne, en réalité, ils font pas grand-chose. Tu vois. Donc, je crois que beaucoup. Enfin, de ce que j'ai entendu d'un ami dont le père est pilote, il disait que au bout d'un moment, il y a pas mal d'ennuis qui s'installent dans la vie des pilotes. Faut pas croire, quoi. Et ce qui peut d'ailleurs constituer un risque. Parce que finalement, au bout d'un moment, on fait tout le temps la même chose, et puis on fait plus attention, et on se rend plus trop compte que finalement, ça reste une machine qui vole à 10 000 mètres de haut. C'est plus les mêmes erreurs. Enfin, c'est pas les mêmes erreurs que dans n'importe quel métier ou. C'est ça. C'est pas les mêmes conséquences, quoi. C'est ça, c'est pas les mêmes conséquences. Au début, c'est vrai que c'est beaucoup de découvertes, le pilotage d'une machine. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Oui. Ça demande aussi une santé impeccable. Donc là, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc c'est des moments de vie où on s'entretient, où on fait attention à ce qu'on mange aussi. On fait du sport, on est contrôlé tous les 6 mois par des médecins, donc tout ça fait partie de l'aventure. Et puis après, il y a des automatismes qui se mettent en place, il y a des routines qui se mettent en place aussi, et souvent il faut se méfier de la routine, parce qu'on pourrait justement se débarrasser de la checklist ou oublier certaines choses, et on garde ça en conscience à chaque fois qu'on décolle. Voilà, il y a toujours plein de choses à faire, il y a des routines à respecter, et c'est pas parce qu'on en est à 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures ou 10 000 heures de vol qu'on va s'en affranchir, et ça il faut vraiment les garder en tête. Et pour un entrepreneur, c'est aussi la même chose. Un entrepreneur qui démarre une nouvelle entreprise, souvent il va s'astreindre d'une certaine discipline, des choses qu'il va respecter au début. S'il arrive à les respecter pendant la vie de l'entreprise, il y a de grandes chances qu'il puisse garder sa vision, ses valeurs et à réussir à continuer à les imprimer dans son entreprise. Comment tu as fait, Jérôme, pour éviter le sentiment d'imposteur que l'on a parfois lorsqu'on change de métier comme ça? Parce que tu étais codeur, après tu te retrouves pilote. Est-ce que tu t'es senti pas à ta place? Puis là, maintenant, tu as un nouveau métier. Et voilà, le syndrome de l'imposteur, comment tu le gères, toi? Alors ça, c'est marrant parce que c'est une question qui revient souvent, en tout cas qu'on me pose souvent. Et je vois certaines personnes qui démarrent des nouvelles activités qui me parlent de ce syndrome-là. Pour moi, il a peu de sens. Je vais être peut-être un petit peu clivant, mais il a peu de sens. Lorsqu'on démarre une activité, de fait, on est débutant. Donc, il faut accepter que dans une phase de vie nouvelle, on va débuter. Effectivement, quand j'ai quitté l'informatique, où j'étais un expert reconnu au bout d'une dizaine d'années, effectivement, dans les grands groupes et en start-up, quand je suis arrivé le lendemain sur le tarmac dans cet hélicoptère, j'étais un débutant.
Et à ce stade-là, il a fallu que j'accepte et que je retrouve toute l'humilité pour me dire que j'allais tout avoir à apprendre, à tout recommencer de zéro pour redevenir à nouveau un expert du pilotage d'hélicoptère. Et donc finalement, c'est peut-être une de mes manières de me débarrasser de ce syndrome-là, en tout cas de ne pas le percevoir. C'est juste d'accepter qu'on peut passer d'une phase d'expert à une phase de débutant, à partir du moment où on peut avoir suffisamment de curiosité, de force mentale aussi, et puis d'abnégation pour pouvoir redémarrer quelque chose de zéro. Et finalement, lorsqu'on redébute, on accepte cette phase-là et on la traverse et on progresse de fait. Donc chaque jour, on est meilleur aussi. Et voilà, c'est un syndrome qui m'a jamais vraiment traversé. Et pourtant, j'ai été débutant dans plein de disciplines. Et à chaque fois, j'accepte ce stade-là. Et en plus, c'est peut-être les phases que je préfère. Je dirais peut-être les 2-3 premières années, à chaque fois que je démarre une nouvelle discipline, c'est souvent les phases les plus excitantes parce que elles me transforment, elles me font aller vers des nouvelles contrées, me font rencontrer des nouvelles personnes aussi, et j'adore ces phases-là. Et pour toi, quelle est la plus grande des difficultés dans la reconversion? Parce que là, tu dis redevenir débutant, c'est une difficulté, mais est-ce que tu vois d'autres difficultés? Oui, c'est assumer aussi sa reconversion. Alors l'assumer, c'est l'assumer vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis aussi des anciennes personnes, de nos anciens collaborateurs. On abandonne quand même quelque chose qu'on a construit, on a tissé des liens, on a créé un réseau, un écosystème, et tout d'un coup, du jour au lendemain, on change absolument tout. Et donc là, il faut avoir cette capacité d'accepter ça et de pouvoir aussi communiquer autour de soi pour expliquer pourquoi on le fait, pas se justifier, expliquer pourquoi on le fait, quelles sont nos nouvelles motivations, et à ce moment-là, on peut être suivi par certaines personnes ou éventuellement perdre le contact avec d'autres. Donc moi, j'ai des amis qui m'ont complètement suivi dans mes différentes reconversions, d'autres qui ont un peu décroché, qui m'ont pas compris ou qui n'ont pas accepté. Certains ont dû penser que c'était du gâchis, d'autres m'ont dit que c'était un abandon, ou d'autres m'ont dit encore que c'était un manque de persévérance. C'est pas ma vision. Moi, je me voyais comme un renouvellement. Je sais qu'on n'a qu'une vie. Je le sais bien. Je crois qu'on n'a qu'une vie. Et je crois que intimement, j'ai envie de m'offrir au moins 4, 5, 6 vies dans cette vie-là. Donc c'est peut-être ça, moi, qui me motive. Et donc tu penses que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas la fin? C'est pas le dernier métier que tu feras? Il se pourrait bien qu'il y en a encore peut-être un dans ou le deux. milieu de la nuit, peut-être. Il pourrait bien y avoir encore peut-être un ou deux après l'expérience. Je te verrais bien patron de boîte de nuit. Je l'ai pas encore fait, ça. Je l'ai pas encore fait, mais peut-être que ça pourrait être un angle intéressant. En tout cas, ce serait certainement un nouveau milieu que je ne connais pas encore assez, que je pourrais découvrir. Et justement, alors, quelles sont pour toi les compétences à développer lorsqu'on veut changer radicalement d'activité comme tu l'as fait? C'est quoi la compétence à avoir, à développer pour mieux s'en sortir? Alors, il y a peut-être deux choses. Et ça, je sais pas si c'est vraiment une compétence, mais c'est peut-être déjà la curiosité. C'est pour moi le facteur numéro 1, c'est pouvoir s'intéresser à autre chose que ce dont on est actuellement. On est un personnage, on a une situation, on a un rôle professionnel, et la curiosité peut amener déjà à s'intéresser à autre chose. Ça, je pense que c'est le premier vecteur, être curieux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est avoir la motivation de sauter le pas et d'arriver finalement... Je compare ça à une sorte de mue, c'est vraiment à muer, se débarrasser d'une peau précédente pour aller vers quelque chose de nouveau. Et déjà, quand on a la curiosité et la motivation de pouvoir changer de peau, avec ça déjà, on a fait une bonne partie du chemin pour aller à la suite. D'accord. Tiens, justement, Nora. Oui, dis-moi tout. Est-ce que tu te verrais un petit peu comme Jérôme, avoir plusieurs vies professionnelles aussi? Et est-ce que tu peux nous donner des détails? Je pense que oui, parce que on en revient un peu à ce qu'on disait dans l'épisode 1, le fait que les jeunes, ils n'aiment pas trop rester dans une boîte pendant très longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus. Même votre génération, du coup, celle de mes parents, qui, comme mon père a fait à 40 ans une reconversion, il s'est mis dans l'entrepreneuriat alors qu'il avait travaillé 17 ans dans une grosse boîte. Ouais. Et en fait, je ne me vois pas rester longtemps dans une grosse boîte. Ou alors, là, mon projet de vie actuel, ce serait d'avoir 2 activités en parallèle qui me plaisent autant et pouvoir basculer sur l'une ou l'autre ou basculer sur totalement autre chose. Mais je me vois mal rester 40 ans ou 50 ans dans une même boîte ou faire la même activité surtout. Après, ça dépend aussi du parcours scolaire, universitaire ou scolaire que l'on a, quoi. Ouais, évidemment que j'imagine un médecin va pas forcément, quoi qu'on en a qui se reconvertissent.
Ouais. Mais quand on a investi 9 ans, 11 ans d'études dans un métier, c'est quand même beaucoup plus compliqué après de se dire je vais mettre tout de côté pour partir sur autre chose, quoi. Et Olivier, tu abordes un très bon sujet. Quand je disais qu'il faut accepter effectivement cette posture de pouvoir se reconvertir, c'est qu'aussi on renonce aussi quelque part à l'investissement que l'on a fait précédemment pour une carrière initiale. Mais en fait, il faut pivoter ça, à mon avis. C'est comment s'appuyer sur la carrière que l'on a eue précédemment pour la valoriser et aller à la suite. Je vais prendre un exemple. Quand alors, bien sûr, j'ai mis 1 an et demi à me former pour être pilote d'hélicoptère, mais après, il a fallu trouver du boulot. Il n'y avait pas de poste en France, d'accord, il n'y avait pas de poste de pilote d'hélicoptère, et il n'y avait que 40 entreprises qui avaient des hélicoptères pour développer de l'activité. À l'époque, j'ai envoyé 700 CV à 40 entreprises. Je la refais. 700 CV à 40 entreprises. Donc, je les ai pas lâchés. Quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, j'ai envoyé un nouveau CV, un message, une photo, une nouvelle certification. Jusqu'au jour où celui qui m'a embauché, c'est quelqu'un dans les Alpes qui m'appelle en me disant: j'ai un hangar, un hélicoptère, j'en fais rien pour le moment. Si tu veux, tu viens, tu développes l'école de pilotage, tu passes le balai, t'édites les flyers, tu seras pilote commercial, tu vas tout faire. Okay. Je suis venu et j'ai compris un petit peu plus tard aussi qu'un des vecteurs qui m'a aidé à rentrer sur ce premier poste était que je savais développer des sites web à l'époque. Et donc, tout de suite, il m'a dit, et aussi, tu vas développer le site web de l'école de pilotage. Et donc là, j'ai compris que je pouvais m'appuyer finalement sur ce que j'avais vécu avant pour me permettre de m'offrir la carrière suivante. Et je crois que j'ai reproduit ça à chaque fois que j'ai changé de métier. J'ai fait référence à ce que j'avais fait avant et j'ai essayé de trouver des corrélations et des leviers communs qui me permettaient de pouvoir valoriser ce que j'avais fait avant pour me mettre le pied à l'étrier sur l'activité suivante. Parce que sinon, effectivement, on reste un débutant dans la nouvelle activité et on sait tous qu'un débutant a beaucoup de mal à trouver la première marche professionnelle. Mais c'est vraiment pas bête ce que tu dis, parce que d'autant plus que finalement... le premier métier que l'on va voir, il fait référence à un essentiel que l'on a en nous. Pas toujours, mais souvent quand même. Et tu vois, moi, j'ai commencé une carrière d'enseignement aussi. Oui. Enfin, j'étais enseignant. Et c'est vrai que je vois là aujourd'hui, alors que pourtant j'ai l'agence, je donne des cours en école de communication. Et puis finalement, ce que l'on fait là aujourd'hui, le podcast, c'est une façon de transmettre aussi. Et je garde ça de mon ancien métier, ce besoin fondamental de transmettre, de faire du podcast, de rencontrer des étudiants en école de communication. Et peut-être que, en effet, c'est la meilleure façon de se reconvertir, c'est de garder de son ancien métier l'essentiel qu'on avait pour justement enrichir le nouveau, quoi. Et peut-être qu'en effet, un médecin, même s'il se reconvertit sur autre chose, il va garder cette idée de soigner les autres, mais alors d'une autre façon, quoi. Je suis persuadé qu'on se construit. Là, aujourd'hui, c'est mon 6e métier, ni plus ni moins. Le fait d'être coach de dirigeant, c'est mon 6e métier. Mais je me suis construit et en fait toutes les briques qui sont en dessous sont toujours là. Et c'est ce socle-là qui me permet aujourd'hui d'avoir cette posture, d'être très loin du sentiment de l'imposteur justement, parce que tout ce que j'ai construit derrière me donne finalement cette légitimité de fait et je m'appuie dessus pour pouvoir encore être meilleur et pouvoir développer des choses qui sont uniques, qui sont vraiment différenciantes parce que je sais que ma manière de coacher est unique de par mon parcours. Est-ce que le fait de s'adapter, c'est pas la meilleure façon finalement d'évoluer dans un monde qui change extrêmement vite, notamment par les IA. On le sait bien, beaucoup de métiers vont être supprimés ou du moins changés à cause des IA. Et finalement, ton parcours, il peut être inspirant parce que finalement, quelque part, toi, on peut pas te remplacer parce que comme un caméléon, tu vas toujours te transformer et repartir sur autre chose. Aujourd'hui, tu parles de l'IA, notamment. Effectivement, moi, je suis curieux des nouveaux modes qui approchent pour comprendre ce que l'on peut faire avec, pour comprendre ce que moi, je n'ai plus à proposer et que d'autres machines vont proposer à ma place aussi. Et effectivement, quand on observe ça, on peut s'appuyer encore une fois sur cette nouvelle technologie pour aller plus loin. Je délivre, comme je te disais, des cours et des conférences dans les grandes écoles. Il y a encore quelques jours, je délivrais un exercice pour des experts en cybersécurité qui sont en master aujourd'hui. Et je les poussais à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus loin sur l'étude d'une crise, par exemple. Et ils ont fait une journée exceptionnelle. Ils m'ont partagé que finalement l'IA les aidait à collaborer et à aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, j'essaie de m'appuyer là-dessus pour essayer de renouveler le travail et peut-être de pouvoir pousser plus loin notre créativité grâce à des outils qui nous permettent, à mon avis, d'être meilleurs. J'en suis persuadé. Alors, au sujet des startups, comment tu vois l'avenir des startups Alors moi, je me dis que tant qu'il y aura des futurs fondateurs qui auront une idée pour répondre à une problématique forte et qui auront l'énergie suffisante pour pouvoir monter une équipe, développer une solution
la faire connaître et un jour la vendre, il y a pas de raison que ça s'arrête. Pour moi, c'est un enjeu notamment humain. Il faut qu'on fasse confiance à ceux qui veulent entreprendre, confiance à ceux qui ont des idées pour pouvoir les aider à les porter, à les emmener le plus loin possible. Et à mon avis, c'est surtout là-dessus qu'il faut pouvoir travailler. Être sûr que quiconque a une idée aujourd'hui en France, on va être capable de pouvoir l'identifier, de pouvoir l'accompagner et de mobiliser son énergie pour l'emmener au plus loin. T'en penses quoi, toi, de cette idée qu'on a et que moi que je ressens un petit peu. J'ai l'impression que dans certains pays c'est plus facile, alors qu'en France on a l'URSSAF, on a toute l'administration qui est très lourde. On est quand même un peu alourdi quand on veut créer une entreprise, quoi. Alors déjà, de fait, c'est quand même difficile d'entreprendre. Entreprendre déjà, c'est imaginons que quelqu'un travaille dans une entreprise, il a une idée, donc déjà il va falloir qu'il mette en avant son idée pour arriver à avoir la force de quitter son entreprise pour pouvoir monter sa structure. Ça c'est une première chose, première étape. Ensuite, monter une équipe, c'est difficile aussi. Recruter, trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider à ça. Bien sûr, tout ça, il faut le financer. Donc, il va falloir aller ce qu'on appelle pitcher son idée à différents interlocuteurs, à des investisseurs privés, à des institutions de l'État qui vont permettre de nous aider à nous financer. Et tout ça, ce sont les enjeux du CEO au quotidien. C'est d'arriver à canaliser l'équipe vers le produit, se faire financer. Et rien que ça, déjà, c'est difficile. Alors, si en plus, effectivement, on est éventuellement plus plombé par des charges ou par des contraintes administratives fortes, comme on peut le percevoir effectivement lors de création d'entreprise, ça va pas aider. Alors, on peut imaginer que dans certains pays, peut-être comme aux États-Unis, c'est peut-être plus facile de créer une boîte et d'avancer plus loin ou de se faire financer plus fortement pour pouvoir démarrer plus rapidement. Je l'ai pas expérimenté, mais en tout cas, j'ai quand même réussi. Moi, c'était ma première entreprise, Next to You, c'est sa start-up. J'ai quand même réussi à monter une équipe, un produit, et puis à l'emmener au plus loin que j'ai pu l'emmener. Et pour moi, c'était déjà un défi, qui m'a apporté encore une fois une nouvelle base de construction pour me permettre d'aller plus loin aujourd'hui. Quelles sont pour toi les autres difficultés que rencontrent les créateurs de start-up ? Comment dire, un fondateur de start-up rencontre des crises. Il rencontre des problématiques de trésorerie. Il peut rencontrer des départs dans son équipe. Et en fait, c'est tous les jours qu'il se passe des choses. Et encore une fois, on est sur des enjeux de résilience. Chaque chose qui va nous arriver va peut-être nous aider à nous construire, à aller plus loin, à innover, à faire différemment. Et c'est peut-être cet angle-là qu'il faut peut-être garder en tête lorsque, encore une fois, un obstacle apparaît. Je me rappelle encore lorsque j'ai développé Next2You et qu'on avait lancé l'application et que les gens se rencontraient donc à Rennes par l'application et que le Covid est arrivé. Eh bien, mes investisseurs m'ont rappelé que l'entrepreneuriat c'était pas un tapis rouge, qu'on pouvait rencontrer des crises, certaines pas prévues. Le Covid, personne ne l'avait vu venir, et que je devais montrer que j'étais capable de m'appuyer sur la crise pour pouvoir trouver de nouvelles opportunités. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai mis un petit peu de temps à mûrir ce processus-là. Et finalement, ça m'a permis de pouvoir travailler avec des restaurateurs rennais avec Next2You, et ça m'a permis aussi de pouvoir aider les taxis aussi à développer leur business. Donc finalement, cette crise-là m'a apporté des opportunités que je n'aurais jamais mises en place si le Covid n'était pas arrivé. Bon, c'est ça que je vois, c'est cette capacité à prendre les obstacles comme des leviers pour pouvoir se développer. Je reviendrai à un exemple sur l'aéronautique que je partage souvent. Vous savez, un avion ou un hélicoptère décolle toujours face au vent. Regardez les oiseaux, quand ils se posent face au vent. Quand ils redécollent, ils décollent face au vent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, un hélicoptère qui décolle face au vent va s'appuyer sur cet obstacle finalement qu'est le vent pour pouvoir décoller et aller plus haut. Quand on garde bien ça en tête, on s'aperçoit que chaque obstacle que l'on va prendre va être une marche supplémentaire pour nous permettre de découvrir de nouvelles choses et d'avancer. Alors, tu nous as parlé un petit peu d'Apple là au début oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça, c'était après mes 10 années en tant que pilote d'hélicoptère. Je suis revenu à Paris, c'est ma femme qui a eu une mutation à Paris, donc je l'ai suivi. Je voulais retrouver un peu du monde parce que c'est vrai que pilote, c'est aussi un métier un peu solitaire. On est quand même là-haut tout seul toute la journée. Et puis je suis rentré dans un Apple Store. J'ai vu du monde, j'ai vu des collaborateurs qui avaient l'air super enthousiastes, des clients qui avaient l'air tout aussi enthousiastes. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, comment une entreprise arrive à fonctionner aussi bien ? Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est d'envoyer un CV. Donc j'ai envoyé un CV et puis quelques semaines plus tard, j'ai été recruté par Apple. Comme poste, le poste c'était Genius. En gros, j'étais un référent technologique pour les clients professionnels, les clients particuliers et puis les collaborateurs Apple. Et là, j'ai découvert le monde de la multinationale
américaine, la méga startup qui est aujourd'hui l'une des boîtes les plus valorisées au monde, à plus de 3 000 milliards de dollars. Et j'ai découvert quelques secrets que je distille au fur et à mesure aussi et qui m'ont permis de comprendre comment une boîte comme ça pouvait se développer après 45 ans d'existence là-dessus. Donc il y a plein de... Tu peux nous en donner des secrets. Ouais. Alors, un des secrets, notamment, c'est cette approche du feedback. Entre collaborateurs, on apprend à communiquer des feedbacks aux autres collaborateurs. En tout cas, on apprend à valoriser les succès de chacun, des équipiers, et on montre aussi comment on peut améliorer sur certains points, finalement, des actions. Alors, ça peut être une interaction avec un client, ça peut être lors d'une réunion. Et le but, c'est toujours prendre un temps avec le collaborateur pour débriefer, justement, et je reviens là-dessus, pour débriefer ce qui s'est passé, ce qui a bien marché, et ce qui aurait pu mieux fonctionner. Et après, c'est trouver des pistes pour pouvoir justement s'améliorer pour que la prochaine fois, on puisse être meilleur. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être illustrer ça, et c'est quand même assez marquant. Quand j'animais des réunions, on était 5-6 personnes, une réunion de 15 minutes. Alors déjà, quand la réunion est à 14h, tout le monde est à 13h59 dans la pièce prêt. Donc ça, c'est une première chose. Je déroule ma réunion de 15 minutes avec les 5 personnes, et une fois que la réunion est terminée, eh bien, tout le monde sort, sauf une personne. Donc là, ça pourrait être Olivier qui reste avec moi et qui me dit « Jérôme, écoute, ce message est bien passé. T'as pas parlé trop vite, t'as parlé assez fort. Par contre, sur le dernier message, on n'a pas bien compris ce que tu voulais nous dire. Je pense pas que tout le monde ait compris non plus. Et qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, je dis, effectivement, je trouve que tout le monde est parti un peu vite sans me poser de questions. Peut-être que je suis passé à côté. Et là, tout de suite, il me confirme une perception que j'ai pu avoir. Et puis, il me fait me remettre en question. Et donc, si j'ai une deuxième réunion à animer cet après-midi, déjà, je serai meilleur. Et peut-être que je poserai une question si tout le monde a bien compris mon message, si tout le monde peut me le reformuler. Et déjà, j'aurai progressé à l'échelle de la journée. Donc ça, c'est une des forces, à mon avis, de cette entreprise-là. Et c'est ce que j'ai découvert chez Apple. Le côté entraide, en fait. On s'entraide beaucoup entre collaborateurs. Et là, en fait, tu es d'abord un bon sujet. Tu parles d'entraide. À l'époque, chez Apple, on disait « feedback is a gift ». Cette phrase-là est magique. « Feedback is a gift ». Ça veut dire que c'est quand même une personne qui t'a accordé du temps pour te donner sa perception de ce que tu as déroulé en termes d'expérience et te permettre de pouvoir trouver peut-être quelques pistes pour pouvoir t'améliorer. Et ça, feedback is a gift, à conserver et à développer autant que possible au quotidien. Alors, tu as une jeune attendante face à toi. Ah ouais. Donc, Nora. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à Nora pour l'inspirer ? Pour l'inspirer. J'aurais envie de lui dire, mais je suis pas inquiet, voyant déjà le profil, c'est de profiter un petit peu de tout ce qui l'entoure, de participer à un maximum d'expérience, de profiter de l'écosystème. Souvent, il y a des événements qui se passent au sein d'une entreprise. C'est de voir comment tu peux y participer, comment tu peux finalement faire partie de l'expérience complète de l'entreprise. C'est aussi de demander un maximum de missions. C'est des missions forcément que tu vas découvrir. C'est des missions où tu vas te voir aussi, toi, de te challenger, et puis grâce à ça tu vas comprendre aussi qui tu es, ce que tu aimes faire, ce dont tu as envie de te diriger, et puis d'autres pas. Je pense aussi que l'alternance elle est là aussi pour ça, c'est pour arriver aussi à dessiner un chemin pour la suite. C'est pas forcément de se dire comme je suis ici, j'aime tout et c'est ça que je veux faire. Non, il y a certaines choses où tu vas découvrir que ça va te plaire et que tu as envie d'aller plus loin, et puis d'autres où tu vas sentir que c'est pas forcément ton approche et tu vas laisser ça à d'autres. Non, je suis d'accord dans le rapport avec l'alternance. Carrément, c'est un bon moyen de savoir de se trouver, quoi. C'est vrai que je dis souvent aux alternants qu'il faut... c'est une occasion de toucher à pas mal de choses. Toucher à plein de choses et qu'il ne faut surtout pas hésiter à proposer des nouveaux projets aussi de temps en temps, participer à des projets qui sont en cours. Et puis surtout, il est à mon avis essentiel pour un jeune de développer une compétence et d'être bon dans un domaine, quoi. Toi, c'est ce que tu disais au début, en fait. C'est comme ça que tu as commencé, en fait, en étant reconnu comme un expert en informatique. Oui, tout à fait. Et ça a été mon levier pour pouvoir atteindre l'hélicoptère. D'ailleurs, je suis rentré chez Apple ensuite parce que je venais du monde de l'aéronautique. Chez Apple, en fait, ils ont la faculté de pouvoir recruter des gens très différents, de différents milieux. Moi, je me rappelle, je travaillais chez Apple avec une championne de patinage artistique de son pays. Dans tous les tous les cas, ce sont des gens qui sont compétents dans un domaine. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont
qui n'ont pas de compétences particulières. Et alors ils disent ouais, mais j'aime de tout, j'aime tout. Et en fait, non quoi. Il faut, je crois, développer un domaine parce que c'est ce qui fait qu'on est reconnu, on est valorisé, et c'est ce qui fait que parmi 400 CV, on va retenir le tien parce que tu dis bah non, moi ce truc-là, je connais très bien. Et souvent je dis bah voilà, par exemple, prenez la suite Adobe. Alors moi, je reçois des CV avec connaissance de la suite Adobe. Ça veut rien dire. Mais par contre, un jeune qui marquerait son CV, je connais Lightroom, qui est un logiciel qui est pas trop plus spécifique, qui est pas le plus compliqué de la suite, mais qui dit je connais Lightroom par cœur, je connais très bien, j'y passe des heures et des heures. Bah là, je me dis. Tout de suite, j'imagine ce que je peux lui demander de faire, quoi. Tout à fait. Ah bah donc, ça veut dire que Lightroom, si j'ai une série de photos packshot, elle saura me faire un script, elle saura faire les retouches, etc. Et puis elle va être au courant de tous les mises à jour de Lightroom. Et donc, c'est-à-dire que moi, derrière, je peux lui poser des questions. Et tout de suite, je vois le concret de ce que je peux lui demander à faire. Je me projette tout de suite parce que c'est concret. Mais alors, ça peut être Lightroom, mais ça peut être, je sais faire du montage, je sais par exemple décorer un studio. Mais voilà un domaine dans lequel vous êtes vraiment très compétent, quoi. Tu sais quoi, Olivier, quand j'ai recruté mon alternant pour Next to You, donc à l'époque je monte l'entreprise et je cherche le premier alternant pour développer l'application mobile. Bon, forcément, c'est un alternant qui a jamais travaillé, mais il avait fait 10 ans de foot. Eh bien, 10 ans de foot, de la compétition, de l'entraînement. Il partait tous les week-ends en compétition. Donc, je me suis dit, celui-ci, le travail d'équipe, il connaît. La compétition, il connaît. Se challenger, il connaît. Il doit être persévérant. Et je me suis pas trompé. On a travaillé 2 ans ensemble. Respecter le coach. Et c'était déjà une compétence en soi. Donc, ce qu'on appelle une soft skill, c'est rattaché à un sport, finalement, là-dessus. Et voilà, le pari a tenu. Ça a bien fonctionné. Et en fait, on a déroulé une expérience que, comme moi, j'ai pu me projeter, justement, quand je l'ai rencontré et qu'il me racontait ses aventures footballistiques, quoi. C'était donc voilà, ça a été sa première expérience en fait qu'il a pu mettre en avant, c'était ça. Et puis après, il a pu mettre en avant qu'il était codeur parce qu'il avait vécu l'expérience, voilà, et se construire avec ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a souvent un truc, ça c'est un petit test. Quand, par exemple, ici, on va mettre de la musique. Je demande, du coup, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu aimes écouter, qu'est-ce qu'on écoute là? Ah bah, je sais pas, fais ce que tu veux, j'écoute de tout. Et ça m'a toujours insupporté cette phrase-là. J'écoute de tout. Déjà parce que c'est pas vrai. Parce que du coup, là, je m'amuse à mettre des chants grégoriens ou du greencore, enfin des trucs inécoutables. Et là, la personne, ah bah non, finalement, j'aime pas ça. Ok, bah je mets des musiques baroques. Ah bah finalement non, j'aime pas ça. Ok, je te mets de la musique papouasie. Donc finalement, c'est pas vrai qu'on écoute de tout. Et puis surtout, c'est un manque d'identité, quoi, de singularité. Et non, quand je te demande qu'est-ce que tu écoutes, cite-moi, j'écoute par exemple Taylor Swift ou je sais pas quoi, mais j'écoute cette musique-là, j'écoute du rock. Nora, quand tu me demandes ce qu'elle écoute, elle me dit j'écoute du rap, voilà, du rap français, c'est ça. Au moins, là, on sait. Mais moi, c'est précis, c'est précis, et que si j'ai besoin d'une référence en rap, je lui pose la question et me répond tout de suite, quoi. Mais après, elle n'écoute peut-être pas que ça, mais en tout cas, t'écoutes de quoi? J'écoute du rap, je connais bien le rap français. Ça, c'est bien, quoi. Et je trouve qu'il y a trop de profils de personnes qui ne sont pas assez précises dans leur goût, quoi. Alors que c'est très important. Un de mes professeurs m'avait donné la même chose en début de BTS communication. Il nous avait dit, vous faites une liste de 3 domaines dont vous allez exceller. Moi, j'avais mis la musique urbaine, donc le rap. Je crois que j'avais mis le cinéma français et je sais plus, le sport, le football. Je suis très football. Et c'est vrai qu'il nous avait dit, c'est important, à la fin du BTS, il nous avait demandé de faire un exposé, 3 exposés, donc en totalité 30 minutes, sur très spécifique en fait sur chaque domaine. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce qu'au final, en 2 ans de BTS, dans ta documentation, dans ce que tu vas lire, tu fais plus attention et tu deviens plus experte. Et puis, tu as valorisé cette expérience-là, parce que tu as pu en parler, tu as pu écrire des choses dessus aussi. Et donc, lors d'un entretien, tu peux le restituer aussi facilement et tout de suite, ça lui fait des soft skills sur lesquels tu peux t'appuyer, quoi. Ça, oui, parce qu'on néglige souvent les soft skills. Et on se rend pas toujours compte. Moi aussi, j'ai besoin des fois, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est top. Ça me permet aussi de me rappeler un peu mon parcours, ce que j'ai derrière moi. Et souvent, quand on refait un peu le fil d'une partie de sa vie, en tout cas, on revoit les briques sur lesquelles on s'est construit et ça permet encore une fois de pouvoir redévelopper son unicité, sa différenciation par rapport à l'approche qu'on va avoir avec les collaborateurs et puis les personnes qu'on va rencontrer, quoi. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner comme ça Prendre le temps aussi peut-être d'aller déjeuner aussi avec les personnes avec qui on travaille. Ça aussi, je trouve que moi c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. J'aimais bien segmenter le fait que quand je vais déjeuner, c'est moi, et puis quand je travaille
travail, c'est avec les équipes. Et en fait, j'ai découvert que il se passe plein de choses quand on déjeune ou quand on va boire un verre après le boulot. Et souvent, d'ailleurs, si on n'est pas là, on va rater des opportunités. On va pas comprendre la boîte, on va pas comprendre les vrais enjeux, on va pas comprendre vraiment les dirigeants aussi, comment ils vivent l'expérience de leur quotidien. Et je pense que des fois, la vérité de l'entreprise se révèle au travers de moments un peu informels. Et peut-être que voilà, je peux t'inviter à y participer, d'autant plus quand tu vois que voilà, Olivier ou Stéphane te propose d'aller boire un verre ou le midi, viens, joins-toi à nous. Et ben même si t'as apporté à manger, moi ça m'arrive souvent aussi, on me dit tiens, viens, j'avais apporté à manger, c'est pas grave, j'y vais quoi. C'est bien ça pour aller. Et en fait, j'ai tout à gagner à laisser le sandwich moisir, je dirais, et aller avec tout le monde, parce qu'il va se passer quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui va se déclencher. Je vais découvrir les personnes sous un autre angle, je vais mieux les comprendre, et la prochaine fois que je vais les retrouver dans le contexte professionnel, on aura progressé ensemble. Et ça marche à chaque fois. Et tu vois je me permets de rebondir sur ce que tu dis. La dernière fois, j'étais dans une école là, de communication, et je les voyais le midi, ils étaient tous sur leur téléphone. En fait, tu vois, c'est la pause de déjeuner, ils sont sur leur téléphone. Et alors, j'ai fait un peu le vieux con, quoi. Mais je suis allé parce que je les avais en cours après, j'aurais dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce moment-là, donc de la vie étudiante, c'est le moment où vous allez rencontrer des amis que vous allez avoir à vie. Et en fait, les amis que vous avez du lycée, du collège et des écoles, ça n'a pas du tout la même saveur, c'est pas du tout la même relation que l'on a avec les amis que l'on rencontre plus tard. Et moi, je suis allé en vacances il y a pas longtemps avec des amis proches que j'ai rencontrés durant mes études. On se permet de se dire des choses. On a une honnêteté entre nous, on a une confiance, une complicité que je ne peux pas avoir avec quelqu'un que je connais seulement depuis 2-3 ans. C'est pas du tout le même rapport. Et je leur expliquais que quelquefois on évolue professionnellement, on peut devenir, je sais pas moi, grand patron, on peut devenir chef, ministre, député, tout ça. Les seuls qui peuvent vous dire réellement les choses et comme ils le pensent et comme ils le ressentent, c'est vos amis d'enfance, de collège, de lycée, d'études. Parce que ils vous connaissent depuis longtemps, ils ont fait des études avec vous, ils vous ont connu à une époque où vous n'étiez pas encore député ou autre, ou grand avocat, etc. Et c'est extrêmement précieux d'avoir autour de soi des amis comme ça en qui on a confiance et qui nous connaissent très bien depuis longtemps. Et ça, ces personnes-là, on les rencontre durant les études. On les rencontre au lycée, durant les études. Et quand on passe ces études pendant 3-4 ans, tous les midis, sur son téléphone, machin, et qu'on ne parle pas du coup avec l'autre qui est à côté de nous, on sort d'études, on a rencontré personne ou vaguement, on a passé des heures à scroller sur TikTok, et au final, on est passé à côté de quelque chose. Et le grand drame du Covid, c'est justement ça. Il y a toute une génération qui ne s'est pas rencontrée pendant ses études. Tous ceux qui étaient en 2e, 3e année de médecine ou autre, de n'importe quelle fac, etc., d'école, qui du coup étaient tous chacun dans leur appartement, cette génération ne s'est pas rencontrée. Et c'est des gens qui, à 30, 40 ans, n'auront pas le meilleur pote que je connais depuis la fac, qui peut me dire, non mais là, Olivier, tu fais de la merde. Alors que pourtant, t'es quelqu'un d'important, mais c'est lui qui pourra te le dire, c'est pas un autre, quoi. Et il sera pas là, du coup, parce que ils se sont pas rencontrés, quoi. Et donc, c'est vrai que pour faire un peu le vieux daron, moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous du temps que l'on perd sur son téléphone. Moi aussi, je perds beaucoup de temps, parce que peut-être que à côté de vous, il se passe quelque chose. Une personne exceptionnelle qui attend qu'une chose, c'est de vous parler. Exactement. Et ce que tu dis avec le déjeuner, c'est un petit peu ça. C'est carrément Next to You. T'as bien vu, c'est le cœur de l'idée initiale de Next to You, c'est de se dire, posez tous les écrans là dans le TGV et puis allons discuter, quoi. Et on va tous avancer. Et on va tous avancer. Je m'étais imaginé comme ça le scénario d'un film où en fait dans un TGV est arrêté et tout le monde est sur son téléphone et on imagine quelqu'un qui parle à tout le monde. Là, on fait un jeu, on fait tous un jeu ensemble, un jeu de rôle. Mais t'imagines les conséquences que ça aurait sur la vie des gens si on avait ce réflexe-là. Tout à fait. Voilà, c'est comme tu dis, Andorra, c'était l'objet initial de Next to You. Pour ça, c'est la proposition de valeur initiale, c'était de se dire moins d'une minute, 3 clics, on range le smartphone et on échange avec des nouvelles personnes dans la vraie vie. Et c'est là-dessus que je suis parti parce que je considère que valoriser un échange, un vrai échange humain, est à mon avis bien meilleur que
on dit souvent quand même que la technologie nous a rapprochés. Alors certainement sur certains aspects. En tout cas, elle nous a permis de pouvoir discuter avec des gens à travers le monde en permanence. C'est une réalité. Mais maintenant, pour les gens qui sont à proximité, peut-être que ça nous a un petit peu quand même éloignés. Est-ce que tu trouves que vraiment ça nous a rapprochés? C'est une question que je me pose tu vois assez souvent. Garder contact avec des personnes de distance que tu ne peux pas voir ou écrire. Mais en même temps, c'est un faux contact parce que les vrais contacts, c'est quand on se voit. C'est quand on se rencontre. Nora, elle aborde le sujet. Les vrais contacts, c'est quand on se voit. Mais peut-être que tu tiens la phrase à la clé. Les visios, j'ai du mal. Parce que je trouve que on se voit, mais c'est pas la même chose que d'être. Oui, je suis d'accord. Là, j'ai un entretien demain pour une nouvelle alternance quand je vais quitter le studio. Et c'est en visioconférence et ça m'embête un peu parce que déjà lui, il va pas ressentir mon énergie que je vais apporter, etc. Et moi, je vais pas ressentir non plus son énergie. Il y a pas de. D'ailleurs, Nora, tu peux expliquer comment je suis arrivée ici. Oui, comment tu es arrivée ici. Raconte-nous un peu. Parmi une tonne de CV. En fait, ici, on est une agence de communication et quand on publie une annonce pour chercher une alternante ou un alternant à la rentrée, on reçoit facilement en moins d'une semaine 200 CV. Ok. Je pense plus. Et après, ça continue à monter, parce que après, donc c'est énorme le nombre de CV qu'on peut recevoir. Donc évidemment qu'on n'a pas le temps de les lire. Et donc raconte-nous. Et donc j'ai appelé le studio, je leur ai demandé si je pouvais passer juste après mon travail qui était pas très loin. Et je suis venue avec un CD où j'avais gravé mon portfolio et mon CV dessus. Super. Il y avait un QR code parce que le CD c'est plus trop à la mode. Mais il y avait le QR code pour lire et du coup c'est en plus t'allais partir en vélo, on a failli se louper, Olivier, parce que je trouvais pas la rue. Et du coup, on s'est juste échangé ça et finalement, j'ai eu mon entretien. Et ça fait la différence. T'es venu au contact. Et ça, tu vois, on parlait de coaching tout à l'heure. Moi, je fais mon coaching en 100% présentiel. Je délivre mes cours en 100% présentiel. Quand on propose de faire des formats en visio pour que la France entière ait accès à ce que j'ai à dire, eh bien, je refuse parce que j'ai besoin de ce contact. Vous m'auriez proposé là, aujourd'hui de faire ce podcast en visio ou à distance. J'aurais dit ça va pas m'intéresser et moi je vais vous voir. Olivier, c'est un homme de contact. Moi aussi, quand on se retrouve, on a plein de choses à échanger. Mais si on s'appelle, si on s'appelle, il va pas se passer la même chose. Si on est en visio, il va pas se passer la même chose non plus. Et ça, on le sait. Et c'est cette valeur-là qui, pour moi, marque l'expérience. Et d'ailleurs, les gens que j'ai en visio, je les recroise dans la rue, je les reconnais pas. Je peux pas leur demander des nouvelles. Par contre, Olivier, je croise une fois, on échange 10 minutes face à face. Quand je le croise dans la rue, je le resalue, je prends de ses nouvelles. Donc, pour moi, c'est une histoire d'expérience. L'expérience, pour moi, elle me touche, elle est essentielle. Il faut que chaque jour soit là je vis une expérience avec vous et je m'en rappellerai. Donc je sais que je vais passer une bonne journée. Et si une journée ne répond pas à ça, je suis passé à côté de ma journée. Je le sais, moi, à mon âge, que la vie est assez courte. Donc pour moi, la journée doit être remarquable et marquante. Et une rencontre comme on le fait là aujourd'hui, c'est forcément marquant. Mais c'est vrai que tu vois, on voit bien la technologie n'arrive jamais à compenser le réel. Non, jamais. Et tu vois, par exemple, un autre monde qui n'a rien à voir. Tu prends par exemple dans le cinéma, les effets pratiques ne remplaceront jamais les effets spéciaux. Parce que même si c'est extrêmement bien fait, et aujourd'hui c'est très bien fait, et ben mine de rien, il y a un petit grain en moins. Il manque quelque chose. Quoi. Et en fait, c'est pourtant c'est quand même impressionnant parce que le cerveau voit quelque chose qui est parfait. Mais on n'assimile pas parce qu'on sait que c'est pas parfait. Et c'est pour ça que les vieux films d'horreur type Alien, par exemple le premier Alien, ça fonctionne encore aujourd'hui parce que c'était de l'animatronique. C'était quand l'alien il sort du ventre, c'était vraiment une maquette qui sortait du ventre avec du vrai sang qui sortait, machin, etc. Et quand tu vois les tout nouveaux Covenant et tout ça, c'est en fait ils ont fait numériquement. Eh bien, c'est pas la même chose. Pas la même émotion, quoi. Et souvent, il y a des gens qui citent par exemple, le premier Conan le Barbare où Schwarzenegger il est dans les steppes de Mongolie, dans des vrais paysages de Mongolie. Et ben c'est plus impressionnant que quand on nous met un paysage de volcans avec des dragons qui tournent dans tous les sens, parce que le cerveau, c'est de l'écran vert. Pourtant, c'est parfait. Ça fonctionne parfaitement. Mais on le sait, on le voit. Mais on capte. On capte qu'il y a un truc. Le Conan le barbare, là, notamment, Conan, là, il y avait de la matière, il y avait de la saveur, il y avait de la sueur, il y avait tout ça. Et en fait, tout ça, on l'a imprimé. On le revoit, tout ça. Et parce qu'on a bien vu cette matière. Et tu prends, Il faut sauver Soldat Ryan. La première scène ne serait pas aussi choc si tout était tourné dans une piscine avec des écrans verts tout autour. On ressent que les acteurs étaient réellement
visuellement sur la plage, on ressent qu'il y avait des figurants, etc. Et cette expérience sensorielle, on l'a pas quand on est avec des effets spéciaux, même si c'est extrêmement bien fait. Non, c'est vrai, l'analogie avec le cinéma est intéressante. C'est vrai. Et donc, pour revenir à Nora, sur les 200 CV, celle que j'ai recrutée, c'est celle que j'ai vue, quoi. C'est ça, celle qui est venue. Pas celle qui était en visio ou par email. Allez rencontrer vos recruteurs. Bien joué, Nora. Que dirais-tu à un jeune de mon âge qui connaît pas trop sa voie et qui sait pas trop comment se lancer dans le milieu professionnel? Moi, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis mon 6e métier. Mais pour vivre son 6e métier, il y a des phases intermédiaires que j'ai connues. Donc, quand on fait une cassure avec un métier précédent pour aller trouver le prochain, souvent, il y a des moments de pause. Alors, en France, ça s'appelle le chômage. Il y a d'autres pays où ça porte d'autres noms. Et moi, en fait, j'ai adoré les phases de chômage. Alors, je le dis ouvertement. Pourquoi? Parce que ça a été des moments de liberté où j'ai pu aller à des conférences, où j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, où j'ai pu me questionner aussi, refaire le point sur tout ce que j'avais vécu avant pour savoir vers quoi je pouvais aller. Et pour moi, ce sont des moments très forts. Je me rappelle très bien de mes phases de chômage. Ça a toujours été très, très productif, très, très inspirant, pour ensuite valider des décisions que j'avais en tête, ou les invalider. Mais en tout cas, alors pourquoi je parle de ça, c'est que souvent un jeune, quand il se cherche, donc moi c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, c'est d'aller à la rencontre d'autres personnes. C'est souvent d'autres personnes qui nous inspirent à aller vers une nouvelle voie. Tu vois, quand j'ai commencé l'hélicoptère, j'avais, je crois, une trentaine d'heures de vol. J'étais en montagne et je vois un hélicoptère se poser assez loin. Et je me dis, tiens, je vais aller à la rencontre du pilote qui est là-bas. Je le connais pas, mais je vais à sa rencontre. Quand je le rencontre, je fais sa connaissance et je le saurai plus tard. C'était l'un des plus grands pilotes en France, 30 000 heures de vol. Un certain Michel Anglade. Il me salue chaleureusement. Il m'accorde 10-15 minutes pour pouvoir échanger au pied de l'hélicoptère. Et après, il me dit, on se retrouve, on va se manger une crêpe. Et en fait, on a passé le week-end ensemble. Et ce mec-là, 30 000 heures de vol, je crois, m'a offert toutes les clés pour prendre la trajectoire la plus directe pour atteindre mon métier de pilote professionnel hélicoptère. Je ne l'aurais pas rencontré, je me serais peut-être égaré, j'aurais peut-être perdu du temps, en tout cas, j'aurais peut-être pas eu la même carrière. Donc, tu vois, cette démarche-là, c'est d'aller vers l'autre, d'aller vers la personne qui potentiellement pourrait nous inspirer. Et en général, on a tout à gagner. Mais pour ça, alors il faut oser, on revient là-dessus, il faut être curieux. Et puis, en gros, c'est aussi l'histoire de l'aventure. L'aventure, c'est quoi? C'est faire quelque chose dont on ne sait pas comment ça va se terminer. Moi, je pars souvent pour des road trips à moto. L'aventure, c'est ça, c'est que je pars pour 3 jours, une semaine, dans une certaine direction, plein sud ou plein ouest, bref. Et je sais pas comment ça va se passer. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la force de ce genre de moment-là, c'est que on va rencontrer des gens auxquels on s'attendait pas, on va découvrir des choses, et c'est souvent ça qui nous fait aller vers des nouvelles disciplines. Je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a emmené, en tout cas, à chaque fois. Toi, quand je vous disais que j'étais rentré dans l'Apple Store, que j'avais vu des gens qui m'avaient fasciné, j'y suis allé, et puis moi aussi, j'ai été fasciné aussi à mon tour après ça, quoi. Donc, c'est aller à la recherche, à la rencontre de ce qui va faire, ce qui va déclencher l'émotion pour toi, qui va déclencher la curiosité et te dire, bah tiens, j'aimerais faire comme lui ou comme elle, ou j'aimerais savoir comment elle fait. Et ça, à mon avis, c'est peut-être le meilleur moteur pour avancer. Eh bien, Jérôme, merci pour ce deuxième épisode, pour merci à vous. Nous avoir un peu parlé de ton parcours très inspirant. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo, partager, liker, enfin voilà les classiques. Et Nora, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire Non, mais si vous avez des sujets à aborder dans les commentaires qui vous intriguent, on fera un malin plaisir de trouver les invités pour répondre aux questions. Exactement. Tout simplement. Merci, au revoir. Merci à vous.